Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui va nous éloigner un peu de l'immigration. Nous allons faire un détour ou un survol. J'aurais peut-être dû commencer par la séance sur les discriminations, qui sera une prochaine séance, et conclure seulement par celle-ci, mais bon, je crois que ce n'est pas trop grave. Et nous allons évoquer la façon dont les droits de l'homme et du citoyen, qui procèdent eux-mêmes d'une critique tout à fait radicale de la société d'Ancien Régime, n'ont cessé d'être soumis à des critiques nouvelles, des critiques dont il n'est pas toujours facile de savoir s'ils sont internes ou externes. Ce sont les critiques de l'intérieur, de la logique des droits de l'homme ou des droits humains, et ou si c'est la réponse à des critiques extérieures. En gros, et pour simplifier outrageusement, la Révolution affirme un principe d'égalité. C'est une critique civique de la société d'Ancien Régime. Il s'agit d'abolir les privilèges, d'abolir les corporations, d'éviter les fractions, d'abolir également les hiérarchies, et tout cela pour consacrer la souveraineté du peuple et, bien entendu, émanciper l'individu. Voilà le grand projet, inspiré certes des constitutions américaines, mais avec une certaine radicalité qui a stupéfait les contemporains. Alors, une première critique qui a émergé très tôt, c'est celle d'Edmund Burke. Burke était un parlementaire britannique qui appartenait au parti des Whigs et non pas des Tories, donc a priori il n'était pas parmi les plus conservateurs, mais il va écrire un pamphlet ravageur sur la Révolution française. Ce sont ces fameuses réflexions sur la Révolution française 1790 qui vont être aussitôt traduites en français, et il faut lire la version française de l'époque parce que c'est une très belle langue. Et parmi ces critiques, il y a d'abord l'idée que, et ça va être une critique très puissante, très profonde, au fond, ce que fait la Révolution, c'est d'atomiser la société, c'est de réduire la société à des atomes individuels. Le mot atome est utilisé, c'est une des premières apparitions d'une critique qui va être constante dans toutes les critiques sociales jusqu'à nos jours, l'individualisation, l'atomisation, et dans le langage de Burke, la Révolution réduit les individus à des jetons qui ne se différencient entre eux que par un numéro d'ordre, en quelque sorte, mais il n'y a plus de véritable hiérarchie. Ce sont aussi, pour reprendre le langage leibnizien de l'époque, ce sont des monades sans porte ni fenêtre, donc réduction de la société à l'individu. Et prétention que Burke juge absolument insupportable, totalement irréaliste, la prétention de faire table rase du passé, de s'adresser à l'univers tout entier pour refonder, à partir de rien, la logique, une nouvelle société. Et donc, en faisant table rase du passé, la Révolution fait fi des inégalités naturelles. Il y a déjà le thème du déracinement qui est là. Elle détruit les mœurs, les coutumes, les communautés qui, dans le monde notamment anglo-saxon, ont un rôle extrêmement important. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à traduire le mot community en français, parce que ça peut être la paroisse, l'association, l'ensemble des collègues, ça peut prendre une multitude de formes, mais c'est une notion extrêmement ancrée que la Révolution française, d'une certaine manière, a détruite, en quelque sorte, chez nous. Et puis, il y a aussi l'idée que la Révolution française, en ramenant les individus à des citoyens directement reliés à l'État par le contrat social, ruine le patrimoine, tout l'héritage historique des coutumes, des traditions, etc., qui sont garantis notamment par l'aristocratie. Et donc, dans le pamphlet d'Edmund Burke, qu'il faut lire, c'est vraiment un morceau un des plus beaux exemples de littérature pamphlétaire qui a été efficace.
eh bien, la révolution, c'est une vision complètement abstraite de l'homme, c'est une idée métaphysique de l'homme. C'est une des premières apparitions aussi en français à travers cette traduction du mot métaphysique pour désigner quelque chose qui est irréel, qui est en dehors du réel. Et j'avais déjà eu l'occasion de vous dire à quel point Napoléon, quand on lui opposait la question des droits, disait mais tout ça c'est métaphysique, tout ça c'est idéologique. C'est à cette époque-là qu'on utilise idéologique ou métaphysique comme qualificatif pour expliquer que les belles idées, les grandes idées, notamment les idées égalitaires, sont très très éloignées de l'épaisseur historique du terrain, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a dans Burke un passage extraordinaire. Vous voulez éliminer les préjugés, ben nous les Anglais, nous aimons nos préjugés. C'est une phrase assez étonnante et qui, au fond, montre bien l'opposition radicale. Voilà. On a un autre exemple moins connu, mais le jeune Jeremy Bentham, qui va être le grand théoricien de la morale utilitariste. Bentham, quand il était jeune, a fait un commentaire, mot pour mot, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, son indignation éclate. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Enfin, c'est complètement absurde. Les hommes naissent inégaux. Enfin, c'est évident. Enfin, bon. Et tout le commentaire de Bentham est de ce type-là. Et il ne comprend pas l'usage que fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon. Il ne comprend pas l'usage que fait la Déclaration du présent d'affirmation de principe. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pour lui, le présent ne peut que décrire une réalité concrète et lui substituer un présent de vérité générale qui, en fait, correspond à un objectif, un grand objectif, une idée régulatrice, comme dira Kant un peu plus tard. Ça lui paraît totalement irréel et il n'y a que des métaphysiciens pour avoir de telles idées. Donc voilà Bon, c'est assez intéressant parce que Bentham lui-même va donc plus tard ériger et construire toute une morale utilitariste où l'individu va prendre finalement une grande place. Chacun compte pour un et seulement pour un. C'est un des grands principes de Bentham qui va être développé par John Stuart Mill, son disciple. Mais enfin, à cette époque-là, il partage le sentiment général des Anglais que tout ceci, c'est une abstraction. Et Bentham ajoute, mais c'est l'anarchie. Si chacun revendique des droits, si chacun revendique un droit à l'égalité, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est l'anarchie. Et cette idée que la Révolution française apporte nécessairement le chaos, et qu'il ne faut pas s'étonner qu'elle ait donné lieu à tant de violence par la suite, parce que c'est forcément la conséquence inéluctable du principe d'égalité. Donc le principe d'égalité comme source du chaos de la revendication générale par tous et chacun sans aucun contrôle, voilà comment la Révolution française a pu être perçue. Alors que nous, évidemment, nous avons plutôt l'idée que le principe d'égalité est un principe pacificateur qui remet chacun à sa place. Enfin, mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas, puisque c'était en fait la hiérarchie qui maintenait les individus à leur place. Donc là, on a des oppositions frontales. Bon, il y a, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a aussi la version très réactionnaire au sens propre du terme de Maistre qui reprend un petit peu les mêmes arguments sur la nécessité de l'enracinement, de la mémoire, du patrimoine, etc. Un cas intéressant, c'est la critique que Marx fait des droits de l'homme dans cet article fameux, très controversé, qui a fait couler énormément d'encre, la question juive, ou sur la question juive. Donc, 1843, il est jeune, il est né en 1818, Marx, donc il a 25 ans, là. Et il explique que les droits de l'homme ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. Donc, il y a l'argument communautaire qui est là et qui va être aussi un argument très utilisé en Allemagne contre la Révolution française. Les hommes appartiennent naturellement à des communautés et la Révolution française prétend dissoudre tous ces liens, mais il y a aussi la dénonciation du calcul égoïste de l'intérêt, puisque
Ce que remarque Marx, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen préserve le droit de propriété. Elle en fait une des libertés fondamentales, c'est la sécurité de la propriété. Et donc, pour Marx, l'individu de droits de l'homme est uniquement préoccupé de son intérêt personnel. Il a cette formule, c'est la séparation de l'homme d'avec l'homme. Et vous voyez que c'est assez proche, finalement, de la critique conservatrice d'Edmund Burke. Le droit de propriété, c'est le droit à l'égoïsme, c'est la base de la société civile. Voilà, alors un mot sur cet écrit de jeunesse qui est pré-marxiste, enfin Marx n'est pas encore marxiste à cette époque, et il critique Bruno Bauer, qui est un jeune hegelien, un jeune disciple de Hegel, pour qui les droits de l'homme permettraient d'émanciper les juifs, mais à condition qu'ils abandonnent la religion. Donc il y avait tout un débat dans la communauté juive prussienne sur cette question-là. Et Marx est assez intéressant, il évoque le cas des États-Unis pour dire mais non, un pays qui applique les droits de l'homme peut très bien être compatible avec le maintien de la religion. Il n'y a pas de nécessité d'abandonner la religion pour que les droits de l'homme s'appliquent. Bon, alors il existe, et je me signale, toute une controverse sur la dimension antisémite ou pas du texte. C'est extrêmement controversé, mais je n'entre pas là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est la nature de la critique des droits de l'homme. Non seulement ça dissout les liens communautaires, mais en même temps, cet individualisme repose sur un calcul d'intérêt sur la propriété. Alors plus tard, bien plus tard, toute une série d'auteurs qui ne sont plus beaucoup lus actuellement, Engels, Bernstein, Lénine, etc., vont critiquer la démocratie. Et une des formules que cite Dominique Schnapper dans son livre sur qu'est-ce que la citoyenneté, une des versions les plus frappantes, c'est un texte de Lénine qui explique que la démocratie bourgeoise, telle qu'elle a été initiée par la Révolution française, présente une contradiction criante entre l'égalité nominale proclamée par la démocratie des capitalistes et la myriade de restrictions et de subterfuges réels qui font des prolétaires des esclaves salariés. Les questions majeures sont réglées par la bourse, par les banques. Donc là, vous avez la version dure de la critique des droits de l'homme, qui, d'une certaine manière, a encore des prolongements actuellement. Dominique Schnapper fait une remarque intéressante, avec laquelle on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui est intéressante. Elle dit, mais au fond, cette critique marxiste du formalisme des droits humains, c'est une critique que les démocraties ont elles-mêmes intégrée. Tous les démocrates, je la cite, admettent aujourd'hui, j'ai répété le mot admettent qu'il ne faut pas céder à la bonne conscience des privilégiés, qui peuvent d'autant mieux jouir des libertés formelles que leurs conditions de vie sont confortables. Aucun ne nie que les droits universels risquent toujours de profiter à quelques-uns. Donc l'idée que les droits universels ne peuvent être appliqués, ne peuvent être réellement appliqués qu'à condition qu'une certaine égalité des conditions socio-économiques soit garantie, c'est une idée qui est aujourd'hui intégrée par les démocraties. On trouve d'ailleurs dans des passages intéressants de Rousseau l'idée que le contrat social ne peut pas marcher dans une société comme la nôtre, celle de Louis XV à l'époque où il écrit, parce que c'est une société traversée par des inégalités tellement criantes entre le peuple, l'aristocratie, la bourgeoisie, etc., que le contrat social ne peut pas marcher. Le contrat social n'est possible, n'est réalisable que dans une société où il y a un minimum d'égalisation des conditions. Ça, c'est un passage pas très connu de Rousseau qui figure dans sa correspondance. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, et aujourd'hui, il y a des auteurs qui le nient, c'est que le droit de propriété, évidemment, est très puissant. Vous savez qu'1% de l'humanité, actuellement, possède 80% de la richesse mondiale. Donc, il y a quand même un problème, y compris dans nos sociétés très démocratiques. On va essayer d'aborder tout ça. À la critique civile, c'est donc ajouter une critique sociale. Bien sûr, un des temps forts, c'est la Révolution de 1848, mais il y a toute une controverse chez les auteurs qui ont étudié le sujet, comme Marcel Gauchet, par exemple, ou Valentine Zuber,
en fait, il semble que les droits économiques et sociaux étaient déjà annoncés par la Révolution. La Convention aurait dû les intégrer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis la Convention s'est terminée très rapidement, elle n'a pas eu le temps de s'y mettre. Et c'est donc assez tardivement que finalement, dans les années 60, avec une ratification beaucoup plus tardive en 1976, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle, a été accompagnée de 2 pactes. Je vous avais dit ça dans un de mes cours. Il y a le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et il y a le pacte international relatif aux droits civiques. Et donc, il y a un dédoublement, certes. Il y a toujours l'idée que les droits civils ou civiques ne sont pas mis sur le même plan que les droits économiques et sociaux, mais enfin, en l'occurrence, les 2 pactes internationaux qui viennent renforcer la réalisation, l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été produits et ratifiés en même temps, même si les organes de contrôle auxquels ils ont donné lieu n'ont pas la même puissance. Mais enfin, globalement, c'est quand même au cours des 19e et des 20e siècles que la critique sociale s'est matérialisée dans la mise en place des assurances sociales d'abord, de l'assurance maladie, de la protection sociale, de ce qu'on appelle l'État-providence, avec toutes sortes de variantes. Et puis, il y a aussi une critique laïque, dont on parlera dans le prochain cours essentiellement, mais enfin, je rappelle que dans les termes de la Constitution de 1958, l'article 1er de la Constitution de 1958, la France est une république laïque, démocratique et sociale. Et donc, la dimension sociale est bel et bien là, et au fond, vous avez dans cet article 1er de la Constitution de 1958 la superposition, la sédimentation de 3 critiques, laïque, civique et sociale. On peut mettre ceci en rapport avec une célèbre typologie qui a eu un succès vraiment considérable. C'est un article repris ensuite dans un recueil de Thomas Humphrey Marshall, Citizenship and Social Class, publié en 1950, donc, qui a proposé de distinguer 3 dimensions de la société. Il y a la citoyenneté civile, et là je vous cite donc la chronologie évoquée par Marshall lui-même. La société civile au XVIIIe siècle a consisté à accorder des droits-libertés. Ces droits-libertés, c'est le droit à la sûreté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de conscience, c'est le droit de propriété. C'est aussi, là il y a un peu un problème lorsque le droit d'association relève de la citoyenneté civile ou de la 2e dimension. La citoyenneté politique, elle, est arrivée plus tardivement, au XIXe siècle. Elle est tournée autour du droit de vote, du droit à être élu, de l'extension progressive du suffrage universel, des conditions de participation à la vie politique. Voilà la 2e dimension de la citoyenneté donc politique. Et puis vient ensuite, au XXe siècle, la citoyenneté sociale, qui sont des droits créances, comme disent certains juristes, c'est-à-dire le droit à bénéficier d'une assistance de l'État. Donc tous les droits sociaux, le droit au travail, le droit à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, de façon générale. Alors, il s'agit en fait, et plusieurs auteurs l'ont remarqué, d'une chronologie qui est anglaise et qui ne correspond pas à ce qu'on observe dans d'autres grandes nations. En Allemagne, par exemple, Bismarck a créé la protection sociale avant qu'il n'y ait véritablement une citoyenneté politique ouverte. Il y a eu des droits sociaux sans avoir l'équivalent des droits civiques, et évidemment le monde soviétique en est un autre exemple. Mais enfin, on a chez nous le cas de Napoléon qui a expliqué à plusieurs reprises que je leur donne l'égalité au prix de la liberté. Ils sont certes privés de la liberté, mais les Français, disait Napoléon, ont 2 passions, la passion de l'égalité et la passion des privilèges. Et donc, il avait créé notamment l'ordre de la Légion d'honneur pour satisfaire la passion des privilèges, mais en même temps, chacun avait le sentiment qu'il pouvait être traité également. Évidemment, en dictature, on est un peu tous au même niveau par rapport aux dictateurs. Donc il y a une sorte d'égalitarisme dictatorial que Napoléon avait su appliquer avec tout l'art que l'on sait. Bon,
il y a toute une série de débats sur la typologie marshallienne, comme on dit souvent. Est-ce que les droits, est-ce que la citoyenneté sociale est une condition nécessaire pour que la citoyenneté civile fonctionne réellement? Est-ce que c'est l'inverse? Enfin, quels sont les rapports de conditions, de conditionnalité qui existent entre les différents niveaux de la citoyenneté? Il y a énormément de débats, il y a une immense littérature sur le sujet. Et donc, que valent les droits sociaux sans les droits civiques et réciproquement? Il y a la question de savoir comment on applique ça aux immigrés, puisque je ferai peu d'allusions dans ce cours à l'immigration, mais enfin, quand on réfléchit à la question de l'intégration, se pose la question de savoir quels sont les niveaux de la citoyenneté qu'on est prêt à accorder aux immigrés récents, aux immigrés durablement implantés, s'ils n'ont pas encore acquis la nationalité du pays d'accueil. Et on a quand même l'exemple en France de la possibilité donc qu'ils jouissent de droits civils, c'est assez récent. Par exemple, le droit d'association n'a été reconnu aux immigrés que dans les années 80. Ils jouissent de droits sociaux, ils ont accès à la protection sociale s'ils sont en situation régulière, mais ils n'ont pas le droit de vote, comme vous le savez, à moins d'être citoyens européens. Donc la question de savoir quels sont les degrés, les niveaux de citoyenneté qu'on peut appliquer aux immigrés si on veut définir une politique d'intégration, c'est une vraie question. Et donc ça suppose aussi que l'on ait une réflexion approfondie sur la nature de la citoyenneté de ces différents niveaux. Et puis, toute une série d'auteurs, d'essayistes ont dit mais la typologie de Marshall, elle est dépassée. Il y a d'autres types de démocratie qui sont apparus depuis. Il y a la démocratie d'opinion. Vous voyez l'importance considérable des sondages désormais dans la formation des opinions, dans le système électoral. Et ça, c'est extrêmement difficile à réguler, malgré toutes les tentatives qu'on a pu faire. Il y a la démocratie des droits culturels. Ça, c'était Alain Touraine qui avait insisté là-dessus, sur le fait qu'une nouvelle démocratie surgissait et qui consistait à accorder des droits culturels aux cultures régionales, aux cultures immigrées en fonction des origines, etc. Tout ceci a été combattu, évidemment, par les défenseurs d'une vision strictement républicaine des droits. Il y a bien sûr, et j'y reviendrai, la démocratie des droits sexuels, des orientations sexuelles, de l'égalité de genre, etc. Il y a aussi des revendications de démocratie communautarienne consistant à dire finalement la vraie démocratie, c'est le moins de gouvernement possible, c'est le plus d'autonomie accordée aux communautés, et notamment c'est aux communautés de décider ou non si elles accueillent l'étranger. C'est un débat important, mais je ne vais pas entrer là-dessus, j'en parlerai la prochaine fois. Alors il y a un autre outil qui est assez intéressant à utiliser, qui a eu son heure de gloire il y a un certain temps et qui est un peu oublié maintenant. C'est la typologie des cités qui avait été élaborée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans un livre qui avait fait sensation à l'époque, Les économies de la grandeur, publié en 1987. L'idée, c'était qu'aucune action ne peut être menée sans se justifier. C'est une idée qui est très weberienne. Max Weber a toujours dit que toute action, toute croyance, avait besoin de s'accompagner d'une justification, d'une sorte de rhétorique justificative, et en même temps d'un système de valeurs, d'un système d'appréciation de critères de la valeur, bien que le mot valeur ne soit guère utilisé par Boltanski et Thévenot. Et alors ils font une typologie qui est assez curieuse, assez étonnante, et que je vais essayer de vous résumer, mais vraiment très rapidement. Ils parlent d'un certain nombre de cités. Il y a des mondes ou des cités, et quand vous justifiez votre action, quand vous évaluez la capacité des personnes à faire partie légitimement de ce monde, de cette cité, eh bien, entre en jeu une certaine variété des critères, des grandeurs. C'est le terme utilisé, c'est ce qui figure dans le titre de l'ouvrage. Il commence assez curieusement par la cité inspirée,
qui est une cité où les valeurs suprêmes, c'est la créativité, c'est le développement individuel, c'est les dons, c'est la grâce. Et il s'appuie là-dessus sur un texte de saint Augustin. Alors bon, qui est en fait la cité de Dieu, qui décrit comment dans la cité de Dieu, et non pas dans la cité terrestre, un certain nombre de valeurs sont appliquées. Et il y a des gens qui ont du don, il y a des gens qui n'en ont pas. Nul ne sait comment Dieu décide. Et bien entendu, ce à quoi pense surtout Boltanski et Thévenot, c'est un peu le modèle artistique de la cité, c'est la critique artistique du monde. Il faut que les capacités, les compétences de chacun soient développées à un niveau individuel, c'est la créativité qui est la valeur suprême. Il y a la cité domestique. C'est assez curieux d'avoir commencé la typologie par ça, parce qu'en fait, la cité inspirée, c'est largement une critique des autres cités. Mais ensuite, il y a la cité domestique, qui consiste, et là c'est un texte de Bossuet qui sert de référence, à essentiellement célébrer, transmettre, surveiller, enfin veiller au respect des valeurs familiales. C'est une société où tout marche à la relation personnelle, où votre banquier, ce sera un ami de la famille, par exemple. Bon, pour prendre un exemple. Et évidemment, dans un certain nombre de productions, parce qu'il y a eu tout ça se faisait au sein du Centre d'études et de l'emploi, assez curieusement, et il fallait que les auteurs étudient la façon dont les entreprises fonctionnaient. Et il y a un célèbre article dans un recueil, un chapitre, sur la fabrication du camembert. Le camembert, il faut, même si c'est une grosse entreprise qui en est responsable, il faut montrer qu'il est moulé selon des normes familiales, comme avec des normes anciennes, héritées. Et vous avez souvent des entreprises qui inventent tout un récit où il y a un fondateur qui va suivre des normes traditionnelles, coutumières, etc. C'est la cité domestique. Dans la cité du Renon, la cité du Renon est particulièrement intéressante. Il y a un texte de Hobbes dans le Léviathan qui dit qu'au fond, qui essaie d'imaginer ce qui se passerait si dans la société, les seules grandeurs, les seules valeurs reconnues dépendaient de la réputation, de l'honneur, de l'opinion. Et c'est quelque chose que Rousseau, par exemple, a toujours combattu. Rousseau a trouvé que la valeur d'un écrit, que la valeur d'une personne dépende de l'opinion des autres, du jugement d'autrui, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement dommageable. Et donc, il se trouve que nous avons une dimension cité du Renon, évidemment extrêmement puissante dans notre société. L'audimat, les réputations, comment se font-elles, etc. Vient ensuite la cité civique. C'est un point que Paul Ricoeur a produit un article où il critique, il fait un commentaire critique, à la fois élogieux et critique en réalité, de la typologie de Boltanski et Thévenot. Il dit quand même la cité civique, qui est une espèce de pléonasme là un peu curieux. La cité civique, c'est quelque chose qui est inclusif et on est un peu surpris de voir qu'elle figure parmi une des cités possibles. C'est Rousseau, le contrat social de Rousseau, qui est pris comme modèle, mais le contrat social de Rousseau, tel qu'il est analysé par Ernst Cassirer, qui est montré à quel point, et c'est une analyse tout à fait juste, me semble-t-il, quand on lit Rousseau à fond, c'est vraiment fondamental. Rousseau voulait échapper à la dépendance personnelle, voulait échapper au jugement individuel, et voulait au fond que la valeur des personnes, que la reconnaissance, que la dignité des personnes soit non pas dépendante des liens personnels, des hiérarchies individuelles, etc., mais soit dépendante du lien civique, d'un lien direct avec la collectivité, sans passer par des médiateurs personnels. Et donc, tout dans la vie de Rousseau montre à quel point il était... alors c'est un peu paradoxal, parce qu'à la fin de sa vie, quand il était persécuté, quand ses écrits ont été brûlés par la Sorbonne, l'Émile a été brûlé publiquement, de même que le contrat social, il a dû sa survie à des protecteurs personnels.
mais il avait un comportement vis-à-vis de ses protecteurs, qui étaient en général des aristocrates, comme le maréchal de Luxembourg, assez de retrait. Enfin, la fin de la vie de Rousseau est très intéressante pour ça. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Un jour, un de ses protecteurs, alors que Rousseau est complètement aux abois, lui dit « Mais vous savez, je peux vous obtenir une médaille. » À l'époque, il y avait déjà des décorations, hein, ça s'appelait les médailles. Et Rousseau, c'est dans la correspondance de Rousseau, répond « Je préfère faire partie de ceux dont on se demande pourquoi ils ne les ont pas que de ceux dont on se demande pourquoi ils les ont. » Donc, pas d'autre médaille, pas d'autre récompense qu'un mérite obtenu par le travail, par la connaissance, etc. Alors, bien sûr, il y a la cité marchande, le marché. Là, il cite, Boltanski et Thévenot cite Adam Smith, et donc c'est l'idée que les valeurs, c'est d'abord effectivement le prix fixé par le marché. Ceci est facile à comprendre. Et puis, il y a une distinction intéressante entre la cité marchande et la cité industrielle, où là, ce sont les Saint-Simoniens qui sont pris comme exemple. Une cité industrielle, c'est une cité bien organisée. Voilà. Vous avez un exemple un peu typique, c'est les cadres d'Uriage pendant la Seconde Guerre mondiale qui se réfugient près de Grenoble et qui, tous technocrates, futurs grands commis de l'État, se disent, mais au fond, profitons de ce que les organisations professionnelles soient un peu sous le couvert que les syndicats n'existent plus, pour essayer d'imaginer ce que serait une organisation rationnelle de la société. Au fond, c'est une cité technocratique, hein. C'est le modèle technocratique de l'organisation de la société qui ne s'embarrasse pas trop du consentement démocratique. Voilà. Mon pont est solide, hein, c'est le syndrome de l'ingénieur, ma centrale nucléaire est fiable. Bon, vous n'avez pas à regarder dans le détail comment ça fonctionne. C'est important en France, hein, comme ce modèle-là a été très important dans les années 60-70, et on ne peut pas dire qu'il soit éteint. Donc voici cette typologie des cités. Alors Boltanski va en ajouter une autre dans un livre consacré à la justice. Il va imaginer aussi une cité où, et là je ne l'ai pas mis sur une diapositive, où c'est la charité qui est le principe fondamental, ou l'agapé, comme il dit, en reprenant un des mots de l'Évangile. L'idée, c'est est-ce qu'on peut imaginer une cité qui fonctionnerait sur la base de la charité, où on donnerait à autrui, au premier qui vient, le prochain au sens du premier qui vient, pas le prochain au sens du proche, au sens familialiste de la proximité, mais le prochain qui vient, et donc il n'y aurait pas de mémoire, on donne sans accumuler la mémoire de ce qu'on a donné. Et c'est assez étonnant, il y a toute une axiomatique comme ça ce sont des esprits assez... Il y a un esprit de système chez Boltanski et Thévenot, y compris chez Thévenot, qui, d'une certaine manière, d'un livre à l'autre, refait son système, avec des allusions au système précédent, mais à chaque fois, il refait un système. C'est ce qui fait à la fois tout l'intérêt de cette œuvre, et en même temps, ça interroge. Donc, voilà, il y a la cité de l'agapé qui a été rajoutée par... Bon. Tout ceci, ça fonctionne avec des épreuves de grandeur. Ça peut être évidemment les exploits accomplis par les personnes, les concours, les tests, etc. Ce sont des systèmes de validation de la grandeur qui varient considérablement d'un modèle à l'autre. Je vais vous donner un exemple personnel, il ne m'en voudra pas parce que ça se passait très bien. Quand j'ai dirigé l'Institut national d'études démographiques, il y avait parmi le personnel, il y avait Emmanuel Todd. Emmanuel Todd écrivait un best-seller chaque année. Il avait une fonction d'ingénieur au sein de l'INED. Il n'était pas chercheur, il ne publiait pas dans des revues scientifiques. Et comme il ne dépendait de personne sauf de moi, je devais l'évaluer chaque année. Donc il y avait cette séance assez surréaliste où François Héran évaluait Emmanuel Todd. Ça se passait très bien, ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais quel était le critère que je devais utiliser? Le nombre d'exemplaires vendus? Ça, c'était la cité du renom. Hein. La contribution à la science, avec toutes les normes du CNRS, des organismes de recherche, c'était un peu difficile. Hein. Voilà.
Bon, donc effectivement, les épreuves de grandeur, comme l'évaluation, hein, je fais partie des générations, je pense que beaucoup d'entre vous, quand j'étais jeune, le mot évaluation n'était quasiment jamais utilisé. Et nous vivons maintenant dans un monde où l'évaluation est un des maîtres mots de l'organisation. Mais évaluation en fonction de quels critères? Alors on voit bien que lorsqu'on évalue les candidatures, hein, il y a l'engagement civique, il y a l'engagement humanitaire, il y a déjà la réputation, hein, le track record, comme on dit, c'est-à-dire toute la réputation accumulée par des systèmes scientifiques qui enregistrent le nombre de citations qu'on a obtenues. Ça, c'est typiquement une logique de la cité du renom. Enfin, vous voyez que puis la créativité, l'originalité, n'est-ce pas, du chercheur, ça vous fait partie aussi des critères qui sont évalués. Donc en réalité, et c'est ça qui est très intéressant chez Boltanski et Thévenot, ils n'imaginent pas que toutes ces cités soient isolées les unes des autres. En réalité, ce sont des systèmes de référence qui ne cessent de s'entremêler, ne cessent de se dénoncer mutuellement, mais aussi de former des compromis. Et alors on en a un exemple, peut-être ça vous paraîtra plus clair et plus concret. Parmi les collaborateurs ou les disciples de Boltanski et Thévenot, Jean-Louis Derouet, qui était professeur à l'Institut national de la recherche pédagogique, a fait plusieurs publications sur l'école, sur les modèles éducatifs, notamment dans son livre École et justice, mais aussi dans un chapitre d'un livre collectif qui date de 89. École et justice doit dater du début des années 90, je pense. Et au fond, on a plusieurs façons d'envisager l'école. On a certes le modèle républicain standard dominant, qui est qu'il faut d'abord former les citoyens. Hein, et avec quelle insistance on a présenté ce modèle, former les citoyens. Et donc, du coup, on a souvent dit qu'il fallait que l'école soit une espèce de sanctuaire qui vous isole de la société. L'architecture doit être neutre et même assez sévère. Il y a une certaine ascèse liée à la scission entre le milieu de la vie familiale, le milieu et le milieu scolaire. Mais il y a aussi des modèles d'école qui relèvent de la cité inspirée et qui considèrent que le but de l'école, c'est de développer la créativité de l'enfant, ce qui n'est pas tellement l'idée de l'école républicaine. C'est de développer la créativité de l'enfant, il ne faut pas couper l'école de la vie, et Derouet fait toute une analyse de l'architecture, des décors qu'il y a dans les écoles en question, où là, vous avez des quantités de dessins d'enfants, pas seulement dans l'école primaire, mais même des réalisations, etc. Bon. Il y a bien sûr l'école domestique, la volonté qu'ont les parents de transmettre leurs valeurs familiales, leurs valeurs religieuses, etc. Et ceci est autorisé. Vous prenez les écoles juives, vous prenez les écoles musulmanes, elles répondent à ce modèle. Elles ne sont pas interdites, elles sont étroitement surveillées de plus en plus avec la loi séparatisme, sur la consolidation des valeurs républicaines, je crois que c'est le nom qu'on lui a finalement donné, mais enfin, ça existe aussi, c'est un autre modèle. Bien sûr, l'école du renom existe avec la diffusion considérable et en quelques années des palmarès. Hein, il y a des gens qui choisissent l'école en fonction de la renommée de l'établissement dans les palmarès nationaux. Donc les écoles d'élite, la sélection, etc. Bien sûr, il y a aussi l'école marchande, qui consiste à dire que ce que doit faire l'école, ce n'est pas former des citoyens, ce n'est pas développer leur créativité, c'est essentiellement de faire en sorte qu'ils puissent se placer sur le marché du travail, que donc cette école soit efficace, etc. Et puis il y a une école industrielle dont on peut dire que l'objectif consiste à former des organisateurs. Voilà. Donc vous voyez qu'appliquer à un domaine aussi essentiel que l'éducation, vous avez là encore des modèles qui sont en concurrence. Mais ce qu'observe Jean-Louis Derouet, qui fait de l'ethnographie, c'est quand même essentiellement un ethnographe des systèmes scolaires, c'est à quel point, même s'il y a des références qui sont dosées de façon très différente d'un établissement à l'autre, il y a quand même toujours des établissements composites, il y a toujours des compromis qui sont passés entre les différents modèles. Donc voilà un outillage, cette typologie des économies de la grandeur, qui est assez intéressant et qui, pour comprendre d'une part la complexité des critiques qui sont adressées aux différents modèles sociaux, aux différents modèles d'organisation civique,
et essayer de comprendre aussi la façon dont finalement nous devons au fond composer avec différents modèles. Alors, je vais entrer maintenant dans une réflexion. Il n'y a pas, parce qu'on serait tenté de voir, c'est ce qui apparaissait très bien dans le schéma de Marshall, avec les 3 dimensions de la citoyenneté. Chez Marshall, il y avait un peu une dimension évolutionniste. Il y avait l'idée d'abord la critique, d'abord les droits, la dimension civique des droits, puis la dimension, enfin d'abord la dimension civile, puis la dimension civique, puis la dimension sociale. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Et on s'aperçoit que, par exemple, la dénonciation de l'atomisation, le terme, la problématique développée par Burke, elle revient tout le temps. Je vous cite un texte de Peggy qui est mentionné par Frédéric Worms dans son recueil Droits de l'homme et philosophie, qui est un joli recueil sur la question des droits de l'homme. Et Peggy, alors dans un texte extraordinairement redondant, parce que ça c'est tout le problème de Peggy, il dit 10 fois la même chose en une page, et donc je condense. Le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi n'est pas tant un principe de justice qu'une règle de comptabilité. Tous les citoyens vaudraient autant l'un que l'autre, tous compteraient pour un, égaux entre eux comme le seraient les unités arithmétiques. Donc on a là la dénonciation à la fois humaniste, communautaire, enfin, du principe d'égalité, qui consiste à dire mettre sur le même plan tous les mettre sur le même plan toutes les là je suis gêné par le téléphone portable. Merci. Je crois que non, avant que je n'entre dans la salle, il y a une indication comme quoi il faut éteindre les téléphones. C'est ce qu'on m'a dit là. Oui. Ben, ce serait gentil de la respecter. Merci. Parce que c'est vraiment troublant. Voilà. Donc, alors, vous vous souvenez que Burke parlait de la Révolution française qui, en mettant tout le monde sur le même plan, finalement, les réduisait à l'état de jetons, de simples numéros. Enfin, donc, cette vieille critique humaniste des numéros, elle est omniprésente. Moi, en tant que statisticien, je l'ai sans cesse rencontrée dans mon activité. Alain Desrosières, dans ses analyses historiques sur le développement de la statistique, montre à quel point l'argument de l'hétérogénéité, de la différenciation irréductible, est quelque chose qui est sans cesse opposé aux gens qui font de la statistique. Bon, ma réponse est que la statistique est un instrument de totalisation qui est au service de tous, un instrument de comparaison. La statistique n'est pas un instrument du pouvoir au service de l'État contre l'individu. Chacun doit pouvoir se l'approprier le plus possible. Et il y a des étapes très importantes, je les avais déjà signalées, comme lorsque, par exemple, on publie les résultats du recensement, alors que pendant longtemps ils étaient secrets, ou qu'on publie le budget de l'État. Ça, c'est la restauration qu'il a fait sur le modèle britannique, alors que pendant longtemps, le budget de l'État était secret. Necker a été le premier à rendre public les budgets de l'État. Il les a publiés à compte d'auteur. Et ça fait sensation parce que c'était la première fois qu'on avait une idée claire du budget de l'État. Et donc l'initiative de Necker a été ensuite régularisée sous la Restauration d'après le modèle britannique. Donc effectivement, bien sûr, oui, à un certain niveau de totalisation, chacun compte pour un. Il y a toute une sorte. Alors ça, j'ai presque envie de dire que c'est la critique romantique qui est très très fréquente en Allemagne, que l'école de Francfort a illustré à sa manière, la critique du sériel, la critique de la production sérielle, la critique de l'art reproductif, etc., et repose quand même très largement sur cette vision humaniste anti-quantitative. Et puis, il faut savoir que Jeremy Bentham, si opposé dans sa jeunesse à la Révolution française, et John Stuart Mill, son disciple, donc à la fin de l'extrême fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, ont bâti cette déontologie utilitariste, qui est quand même un des grands systèmes moraux en présence. Il y a la déontologie kantienne, il y a l'utilitarisme benthamien, qu'on utilise pour résoudre un certain nombre de dilemmes aujourd'hui encore.
voilà, à qui attribuer les reins demandés par les malades lorsqu'on est en situation de pénurie. Il y a des calculs qui peuvent être benthamiens ou qui peuvent être kantiens pour attribuer des ressources rares comme celle-là. Et donc, dans l'argumentation de Bentham et de Mill, eh bien, les solutions morales, politiques, doivent viser la plus grande quantité de bonheur possible ou de félicité, comme ils disent, pour le maximum de personnes. Et dans ce calcul, chacun compte pour un et seulement pour un. Et c'est ce que fait la démographie. Que les personnes soient décédées ou pas, qu'elles soient proches ou lointaines, qu'elles soient grandes ou petites, elles comptent toujours pour un. Ceci chiffonne pas mal de monde. Je me souviens que Alain Finkielkraut, dans L'identité malheureuse, a un passage où il dit « Ah, les démographes avec leurs calculettes mélangent tout. Pour eux, chacun a la même valeur. » Alors qu'il faudrait distinguer les gens, et on comprend d'après le contexte qu'il faudrait les distinguer selon leur culture, selon leurs origines, parce que ce n'est pas la même chose d'être un immigré musulman, par exemple, ou d'un immigré espagnol. Il y aurait des différences à faire. Bon. Mais oui, dans un premier temps, il est évident que le statisticien, et ça fait partie de son éthique implicite, eh bien, fait en sorte que tout le monde compte pour un, quel que soit l'âge, quelle que soit la surface sociale, quel que soit l'éloignement. Il n'y a pas de taux d'escompte pour les gens qui seraient trop lointains. On peut faire des calculs sur l'intérêt des générations futures en démographie, parce que les générations comptent, quelle que soit leur présence ou pas sur scène. Donc, vous voyez, la dénonciation de l'atomisation, elle est assez constante, hein, et le statisticien que je suis, le démographe, la rencontre régulièrement. Alors, essayons maintenant, parce que vous avez peut-être l'impression que tout ceci va un peu dans tous les sens, essayons de dresser une liste un peu des différents types de critiques qui se sont succédés ou entremêlés à travers l'histoire. Il y a la critique civile, la dénonciation des privilèges, ça c'est les débuts de la Révolution française. Il y a la critique civique qui affirme la souveraineté du peuple, et ça va être tous les débats extrêmement compliqués, extrêmement durs pour la définition de l'assiette du suffrage, hein, puisque pendant longtemps, je rappelle que sous la Révolution, étaient exclus de la citoyenneté et exclus du vote toute une série de gens que l'on considérait comme étant en situation de dépendance. Les femmes, qui étaient jugées dépendantes de leur mari ou des prêtres, enfin bref, les différentes instances. Les domestiques ne votaient pas davantage. Les personnes qui n'avaient pas de résidence fixe, les nomades ou les gens qui étaient enracinés depuis trop peu de temps dans une commune. Il y avait aussi les faillis, les gens qui avaient fait faillite. Enfin, ça faisait, quand on additionnait tout ça, des populations considérables, bien plus que la moitié, puisque les femmes n'étaient pas admises. Et c'est toute une question extrêmement fondamentale de savoir, mais est-ce que ces critiques qui ont abouti finalement, mais uniquement en 1945, à ce que, par exemple, les femmes aient accès au suffrage universel, est-ce que ces critiques, c'est le développement d'une puissance critique qui est interne au modèle révolutionnaire et ou républicain, ou est-ce que c'est finalement une force extérieure, une critique extérieure qui a fini par s'imposer? Eh bien, c'est assez controversé. Moi, je suis plutôt sur la deuxième position, parce que, en réalité, cela faisait partie, ça se situait au cœur du modèle républicain que de considérer que la citoyenneté devait se mériter et qu'il fallait un certain niveau d'autonomie pour avoir accès à la citoyenneté. Et on dira la même chose pour les indigènes. Les indigènes des colonies n'avaient pas accès à la citoyenneté parce qu'on considérait qu'ils étaient trop dépendants, qu'ils n'avaient pas encore le niveau, qu'ils n'étaient pas assez éduqués, etc. Et donc, il y a eu un anti-féminisme républicain, il y a eu un racisme républicain, enfin, il faut le dire. Et toute la question, c'est de savoir, quand finalement on a pris la mesure de ces discriminations, est-ce que c'est venu de l'intérieur ou de l'extérieur? Alors, je vais poursuivre. Il y a eu bien sûr la critique sociale, et ça, c'est quand même l'œuvre essentiellement de la Révolution de 1948, de la Révolution du XIXe siècle et de tout le développement, de toute la création de la protection sociale du XIXe au XXe, donc la dénonciation des inégalités économiques
comme étant contraire au développement plein de la société, de l'humanité, finalement. Il y a la critique technocratique saint-simonienne, qui est finalement la critique des ingénieurs, la critique consistant à dire mais la société est mal organisée, elle est organisée dans les plus du bon sens, il y a du gâchis, il va falloir rationaliser tout ça. Donc c'est la volonté d'une conduite de la société qui soit aussi rationnelle que possible. Et donc voilà comment avec le minimum de gouvernement et accomplir le maximum de choses. Et on voit bien qu'effectivement toute le contrôle budgétaire est très lié à ça. Il y a bien sûr la critique domestique, la restauration des valeurs familiales, la prise en compte des liens personnels, et ça intervient sans cesse. Par exemple, on le voit dans la prise de rendez-vous pour les immigrés, mais de façon générale, dans les relations entre l'administration et le citoyen. Est-ce qu'il faut rationaliser les choses en passant par des systèmes informatiques à distance, la dématérialisation, etc. Ou est-ce qu'il faut faire une part, et laquelle, à la relation personnelle? Et on voit bien que l'excès de dématérialisation et d'organisation rationnelle. Il y a un côté saint-simonien dans la façon dont la société s'informatise et généralise le lien dématérialisé. L'interrogation des demandeurs d'asile à distance, les réunions de travail en visioconférence, etc. Comment ça se joue par rapport à quelle place ça peut avoir par rapport au maintien des liens personnels dont tout le monde reconnaît aussi qu'ils sont absolument fondamentaux pour qu'une société fonctionne. La critique laïque, alors laïque c'est un peu trop français peut-être comme terme, enfin ça existe dans tous les pays. Il y a eu un certain moment une critique qui a abouti à séparer l'Église de l'État, à empêcher que les églises ne s'emparent des systèmes clés de la vie civile comme l'éducation, bien sûr, la politique, etc. Enfin, on voit bien que ça reste encore des puissances importantes dans la discussion d'un certain nombre de législations, par exemple. La critique féministe, l'égalité des sexes, ça, je vais en parler longuement, c'est l'exemple que je vais retenir et on en parlera longuement dans les minutes qui viennent. Il y a eu la critique abolitionniste, qui a été une très très forte critique, qui est très très intéressante. Il y a un ouvrage d'Olivier Grenouillot là, sur les mouvements abolitionnistes, mais quand on regarde tout l'abolitionnisme, qui a été puissant en Angleterre, en France, il y a quelques grands écrivains ont écrit de belles dissertations sur le sujet, mais n'ont pas été vraiment actifs. C'est en Angleterre qu'il y a eu des mouvements actifs abolitionnistes, et c'est très intéressant de voir les argumentaires qu'ils ont utilisés. Argumentaires religieux d'abord. Nous sommes tous des enfants de Dieu, que ça n'a pas beaucoup marché, et puis, je vous en avais déjà touché un mot, argumentaire beaucoup plus économique, l'esclavage n'est pas rentable, l'esclavage fait perdre de l'argent à la marine britannique, par exemple, des arguments de ce genre, et c'est ça qui a permis finalement, au début du XIXe siècle, de progresser dans l'abolition de la traite. Bien sûr, la critique décoloniale, la dénonciation de la domination coloniale, de la distinction, de la non-application des droits aux indigènes. Je rappelle que le code de l'indigénat, c'est quand même fondamentalement un système de dérogation par rapport au droit d'accès à la justice, puisque le code de l'indigénat, c'est essentiellement le fait d'accorder à l'administrateur colonial local le droit de punir à sa guise, de mettre des amendes, d'ordonner des années de prison, etc., d'emprisonner les gens, etc., à sa guise, sans passer par la justice. C'était ça, le code de l'indigénat, fondamentalement. C'était une dérogation au système des droits qui valait en métropole, etc., etc. Bon, alors, vous voyez bien que, bien sûr, et ça on en parlera dans un cours entier sera consacré à ça, la critique des discriminations ethno-raciales, c'est fondamental, mais on a d'autres critiques qu'on a vues se développer au cours de notre existence. La critique environnementale, il y a des critiques qui sont assez vertigineuses, la frontière entre les espèces, doit-elle être maintenue, etc. Puis vous lisez La Tour, ça devient vertigineux, Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il accorder une personnalité juridique à des fleuves, à des forêts, à des montagnes, etc. Moi, je suis toujours
je ne suis pas sceptique devant ces choses. Je suis interpellé par ces choses-là. Je trouve que dès qu'on se met à y réfléchir, c'est vraiment vertigineux. Et je suis reconnaissant aux chercheurs ou aux essayistes même, ou aux spécialistes de ces questions qui cherchent à nous interpeller là-dessus avec des arguments, pourvu que ces arguments soient quand même rationnels, étayés par des données. C'est un peu ma position. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, c'est quand même... On voit bien, les rapports du GIEC, ce n'est pas quelque chose que l'on peut passer sous silence, loin de là. Donc, vous voyez, la succession des critiques n'est pas terminée. Ça continuera. Il y en aura d'autres, je ne sais pas lesquelles. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces vagues successives ou pas toujours successives de critiques? Eh bien, on a tendance à les opposer. Chaque nouvelle critique, évidemment, et c'est assez désagréable, tend à dépasser les critiques précédentes, et les spécialistes de la critique précédente, les spécialistes de la critique sociale, perçoivent très mal ces jeunes, parce qu'en général ce sont des jeunes, qui agitent de nouvelles formes de critique, et qui non seulement les dépassent, mais les déclassent. Et pour moi, le livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui sont deux chercheurs que j'apprécie énormément, que j'ai bien connus, ça relève un peu de ça. Pas uniquement de ça, mais quand même largement de ça. Leur livre « Race et sciences sociales, essai sur l'usage public d'une catégorie » consiste à dire non, la seule critique qui vaille, c'est la critique sociale, ce sont les différences de classe qui importent, et les différences ethno-raciales et questions de discrimination sont solubles dans les différences sociales. C'est ça la prise de position. Il se trouve que ce n'est pas tout à fait soluble et qu'on peut même montrer de façon statistique et rigoureuse qu'en réalité, les deux phénomènes s'ajoutent ou se multiplient, enfin qu'il y a des effets d'interaction, mais qu'ils ne sont pas redondants. Et donc, moi, par rapport à ces choses-là, je pense qu'il faut être outillé pour démontrer qu'une nouvelle critique est redondante ou au contraire ajoute sa force de percussion. Alors ceci, j'ai tout de suite parlé de la concurrence des générations parmi les chercheurs, mais évidemment dans le monde politique c'est fondamental aussi. Il y a une véritable guerre entre les partis selon qu'ils vont privilégier. Alors le régalien c'est le mot à la mode, on n'a jamais autant parlé de régalien que maintenant depuis qu'il n'y a plus de droit. C'est privilégier la sécurité, privilégier cette dimension sécuritaire. Il y a ceux qui évidemment ont en référence essentiellement le modèle civique, le modèle, le lien vertical de l'individu à l'État. Il y a ceux qui privilégient le traitement des inégalités économiques et sociales, il y a ceux qui privilégient la sauvegarde de la planète, les questions sociétales, notamment les questions d'orientation sexuelle, etc. Tout ça, c'est des références à des critiques qui ont des histoires différentes, qui ont une chronologie différente. Mais peut-être que je rêve, peut-être qu'il faudrait travailler à articuler des critiques plutôt qu'à passer son temps à les opposer de façon stérile. Vous prenez la chronologie de l'intérêt pour les droits sociaux, la critique sociale, elle est assez complexe. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Marcel Gauchet, par exemple, étudie attentivement le fait que la Convention avait prévu d'aborder les droits sociaux dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais finalement on n'a pas eu le temps de les aborder. La Convention s'est terminée de façon un peu abrupte. Et puis surtout, il y a une chose qui a compté, c'est que les membres de la Convention n'étaient pas rééligibles. Donc tout le personnel de la Convention a totalement été remplacé par l'Assemblée suivante, l'Assemblée législative, et ensuite, donc ça a aussi un peu interrompu des développements qui étaient en cours. Et là, je renvoie aux deux livres de Valentine Zuber, qui est donc directrice d'études à l'EPHE. Il y a un livre sur le culte des droits de l'homme et un autre livre sur les origines chrétiennes des droits de l'homme. Et ces deux livres sont extrêmement intéressants à ce sujet. Alors certes, on a finalement, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai déjà fait allusion, élaboré les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils d'une part et relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Et donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a une dualité, il y a deux pactes différents. Certes,
élaboré en même temps, certes, publié la même année, mais la dualité est quand même problématique, puisque voilà. Et je vous avais signalé aussi le fait que un des problèmes de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment du Conseil de l'Europe, c'est qu'il avait été concurrencé par l'OCDE, c'est qu'il a été concurrencé par des organismes plus étroitement spécialisés sur la question des droits économiques et sociaux. Donc, alors, je vais vous lire quand même un texte de Jaurès qui est très intéressant. La thèse de Jaurès, dans ce discours improvisé qui a été tachygraphié, Le socialisme et la vie, prononcé en 1901, la thèse c'est que certes, il y a une critique marxiste du droit de propriété qui est consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Certes, les droits sociaux n'ont pas été développés autant qu'on aurait pu le croire, mais enfin, tout de même, c'est quand même le développement du principe d'égalité qui a été énoncé en 1789. Voilà la thèse de Jaurès. Donc Jaurès est pour la thèse d'un développement interne des droits. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, mais être d'accord ou pas d'accord avec Jaurès, ça n'a pas tellement de sens. Et je vais vous lire quand même ce passage assez étonnant, parce que c'est un style auquel on n'est plus habitué et qui est quand même saisissant. Alors, c'est dans le recueil que Frédéric Worms avait consacré aux droits de l'homme et philosophie. Dans la société moderne, le mot de justice prend un sens de plus en plus précis et vaste. Il signifie qu'en tout homme, en tout individu, l'humanité doit être pleinement respectée et portée au plus haut. Je sais bien que dans la Déclaration des droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire a glissé un sens oligarchique, un esprit de classe. Je sais bien qu'elle a tenté d'y consacrer à jamais la forme bourgeoise de la propriété, et que même dans l'ordre politique, elle a commencé par refuser le droit de suffrage à des millions de pauvres devenus des citoyens passifs. Mais je sais aussi que d'emblée, les démocrates se sont servis du droit de l'homme, de tous les hommes, pour demander et conquérir le droit de suffrage pour tous. Je sais d'emblée que les prolétaires se sont appuyés sur les droits de l'homme pour soutenir même leurs revendications économiques. Je sais que la classe ouvrière, quoiqu'elle n'eût encore en 1789 qu'une existence rudimentaire, n'a pas tardé à appliquer, à élargir les droits de l'homme dans un sens prolétarien. Elle a proclamé dès 1792 que la propriété de la vie était la première de toutes les propriétés et que la loi de cette propriété souveraine devait s'imposer à toutes les autres. Or, agrandissez, enhardissez le sens du mot vie. Comprenez-y non seulement la subsistance, mais toute la vie, tout le développement des facultés humaines. Et c'est le communisme même que le prolétariat greffe sur la Déclaration des droits de l'homme. Alors, communisme dans le sens de Jaurès, ce n'est pas le communisme qu'on a connu. Faut quand même... Ainsi, d'emblée, le droit humain proclamé par la Révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire. Celle-ci, de son droit encore oligarchique et étriqué, ne suffisait pas à remplir toute l'étendue du droit humain. Le lit du fleuve était plus vaste que le fleuve, et il faudra un flot nouveau, le grand flot prolétarien humain, pour que l'idée de justice, enfin, soit remplie. C'est le socialisme seul qui donnera à la Déclaration des droits de l'homme tout son sens. Nous prétendons, nous, que les moyens de production et de richesse accumulés par l'humanité doivent être à la disposition de toutes les activités humaines et les affranchir. Selon nous, tout homme a dès maintenant un droit sur les moyens de développement qu'a créé l'humanité, etc. etc. Vous voyez, c'est un très beau texte dans sa formulation, et en même temps, ça vous donne une idée du discours de Jaurès. Donc, c'est la thèse du développement interne, des potentialités qui étaient incluses dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il y a une autre chronologie qui est très intéressante et très complexe, c'est la critique du genre, la critique générique, si on peut l'appeler, la critique des inégalités entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, comme vous voulez. Et là, il faut rappeler que contre la vision évolutionniste, qui dirait qu'il y a plusieurs générations de droits qui se sont succédées, c'est une expression utilisée par les juristes, il y a eu des avancées, des reculs, des alliances, des concurrences. Voilà, ce n'était pas du tout linéaire, ça a été très, très buissonnant.
Et dans certains domaines, il y a des pionniers ou des pionnières qui ont énoncé le principe d'égalité homme-femme avant tout le monde, et notamment le droit d'accès à l'éducation et au métier. Alors, c'est une longue affaire, beaucoup de spécialistes ont travaillé sur cette question. Il y a ce qu'on appelle la querelle des femmes, c'est une appellation du XIXe siècle, hein, mais enfin, c'est le nom qu'on donne à ces écrits très très nombreux qui célèbrent les femmes, qui affirment souvent d'ailleurs leur supériorité, souvent des textes écrits par des hommes d'ailleurs, mais enfin, qui relèvent un peu de ce qu'on appelle aussi la tradition galante, hein, au sens fort du terme. Et on verra, je vais vous parler d'un auteur qui justement s'oppose à la tradition galante pour essayer de promouvoir les droits des femmes. Une pionnière extraordinaire, c'est Christine de Pisan, La Cité des Dames, 1405, je n'ai pas le temps d'en parler. Une autre personnalité importante, c'est Marie de Gournay. Marie de Gournay, c'est la fille d'Alliance de Montaigne, c'est comme ça qu'il la désignait, c'était une amie. C'est elle qui a édité les essais de Montaigne et qui les a commentés. C'est grâce à Marie de Gournay qu'on a la version actuelle des essais de Montaigne. Et elle a écrit un traité qui s'appelle L'égalité des hommes et des femmes en 1622, qui est assez empreint de références chrétiennes et qui est, malgré le titre, écrit dans une tonalité très conservatrice. Parmi les auteurs qui ont parcouru toute cette immense littérature, il y a Marc Angenot, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, le grand spécialiste de l'analyse des discours et des controverses politiques au XIXe siècle. Mais là, jeune encore, c'est un de ses premiers écrits. Il avait publié un livre qu'on peut trouver en ligne. Ce livre a été publié en ligne par les Canadiens, parce qu'ils ont un système de droit d'auteur un peu particulier qui leur permet de passer à travers les... Donc ils éditent des classiques, et le livre de Marc Angenot a été considéré comme un des classiques qu'on peut lire en ligne, donc Champion des femmes, examen du discours sur la supériorité des femmes, 1400 à 1800. Alors c'est parfois assez cursif sur les auteurs, mais enfin c'est une succession de fiches sur les très nombreux auteurs, hommes ou femmes, qui ont évoqué cette question. Mais moi, alors oui, pour vous donner une idée aussi de la situation, vous avez ce passage fameux de l'école des femmes de Molière, qui évidemment est ironique, puisque c'est les discours d'Arnolphe à Agnès. Et bon, on ne résiste pas au plaisir de lire, ce sont des vers. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance, bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. C'est un passage. Bon, c'est toujours extraordinaire de relire nos grands classiques et le plaisir de lire Molière. Et vous voyez l'ironie, évidemment. Le discours se termine par le fait que, par l'injonction, qu'il faut obéir à son mari, à son chef, son maître, son gouverneur. Enfin, il y a une série d'expressions. Donc, en 1662, on est tout proche des trois essais de Poulain de la Barre, qui est l'auteur dont je voudrais vous parler à présent, dans le temps qui nous reste. Poulain avec un L ou deux L. En 1673, et à cette époque-là, il n'a que 25 ans, quelque chose comme ça, il écrit un essai qui s'appelle « De l'égalité des deux sexes », discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. L'année suivante, vu le très faible écho de son essai, il écrit « De l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs ». Et pour la conduite d'eux, c'est un titre très cartésien. Je rappelle que le discours de la méthode, c'est le discours de la méthode pour conduire son esprit, etc. Bon. Donc c'est une méthode au sens de conduire, enfin un algorithme. Et là, c'est un homme, il a conscience qu'il est un homme, qu'il est peut-être mal placé, mais il se fait le relais de tout un savoir et il explique aux femmes, voilà comment vous pourriez vous éduquer, voilà comment vous pourriez développer votre éducation. Et puis, il écrit un essai ironique où il fait semblant de prendre l'avis contraire de celui qu'il avait adopté. Il crée en quelque sorte son contradicteur pour y répondre. Parfois, certains lecteurs sont tombés dans le piège de l'excellence des hommes contre l'égalité des sexes, mais là, c'était toujours dans l'idée de susciter
une discussion, et comme il n'a pas été vraiment discuté, il a lui-même suscité sa contradiction. C'est un cas, ça vous donne un peu aussi une idée du personnage. Il se trouve que ces 3 œuvres ont été éditées, présentées et annotées remarquablement, vraiment remarquablement, par une philosophe, Marie-Frédérique Pellegrin, à la librairie Vrin, c'est tout près d'ici, dans la collection des textes cartésiens en 2011. Et moi, j'avais découvert le texte en 1984, parce que c'était l'époque où Michel Serres avait dirigé l'édition du corpus des œuvres de philosophie de langue française chez Fayard. C'était des volumes qui étaient assez bon marché, à couverture jaune, je ne sais pas si vous voyez ces ouvrages. Mais il n'y avait aucun commentaire. C'était très frustrant de se demander, mais c'était un aérolite. Là, on se demandait, mais qui c'était ce bonhomme qui plaidait pour l'égalité radicale des 2 sexes, d'où venait-il, etc. Et en fait, on sait assez peu de choses sur la vie de Poulain de la Barre. Il n'y a pas beaucoup de documents. C'est une trajectoire tout à fait déviante. Il naît en 1647, il meurt en 1723, et il fait des études théologiques, semble-t-il, brillantes. C'était le thomisme qui régnait à la Sorbonne. Et ceci apparaît notamment dans le 3e de ses ouvrages où il y a des éléments autobiographiques. Donc il faut un peu lui faire confiance là-dessus. Il a une révélation, il découvre Descartes, semble-t-il, dans des conférences privées qui existaient à Paris à l'époque, parce que Descartes était totalement interdit à l'université. Le discours de la méthode avait paru 10 ans avant la naissance de Poulain de la Barre. Il lit le discours de la méthode, il lit aussi la correspondance avec Élisabeth de Bohême et Christine de Suède, puisque Descartes a correspondu avec 2 souveraines, et ça dit quand même l'intérêt que Descartes avait pour la capacité des femmes à philosopher. Ce sont des correspondances extraordinaires. Les 2 correspondances ont été éditées, existent en folio. Vous avez en folio la correspondance de Descartes avec Élisabeth de Bohême et Christine de Suède. Bon, Christine de Suède va l'attirer chez lui. Elle le convoquait à 5 heures du matin, il faisait froid, c'était la Suède en plein hiver, il en est mort. Descartes est mort d'avoir suivi l'invitation de Christine de Suède. Bon. Et puis, tardivement, pressé par ces 2 interlocutrices, Descartes va publier le traité des passions de l'âme, les passions de l'âme, que manifestement Poulain de la Barre a lu également. Et Poulain de la Barre se revendique comme cartésien, non pas dans le premier ouvrage, mais dans le 2e ou 3e, il y a des revendications tout à fait explicites de sa filiation avec Descartes. Et donc, on a l'exemple étonnant d'un cartésien féministe. On va le voir, c'est le seul cartésien qui ait choisi cette voie-là. Il est nommé curé d'une petite paroisse. Il était lorrain d'origine, ça ne marche pas très bien. À l'âge de 26 ans, donc, il publie De l'égalité des 2 sexes. C'est anonyme, de même que le 2e livre sera également anonyme. Il n'y a aucun écho. Il écrit les 2 autres traités, je vous l'ai déjà dit. Et puis, il se convertit au protestantisme et il se réfugie à Genève quelques années après la révocation de l'édit de Nantes. Donc, vous voyez, c'est un personnage quand même atypique dans sa trajectoire. Il finira par devenir professeur à Genève et à trouver une position stable. Il est traduit en anglais, le traité sur l'égalité des 2 sexes est traduit en anglais très vite. Je n'ai pas d'idée de la façon dont ça a été reçu en Angleterre à cette époque, mais enfin, il est oublié pendant 2 siècles. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il se trouve que Simone de Beauvoir cite Poulain de la Barre en épigraphe du 2e sexe, mais ensuite, à l'intérieur du livre, elle n'y revient pas. Il semble qu'elle l'ait découvert tardivement, à la bibliothèque, je ne sais pas, mais la phrase est fameuse, « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. » Et cette citation va éveiller la curiosité des chercheurs à l'étranger, très très peu en France. Enfin, on va avoir des chercheurs français qui vont découvrir Poulain de la Barre à l'étranger. Et il y a Madeleine Alcover, Poulain de la Barre, une aventure philosophique en 1981. Marcel Mestre-Welch va éditer et commenter les 3 essais dès 2002. Il y a un chercheur néerlandais, Zip Sturma, qui est un chercheur important sur les Lumières et les Premières Lumières. Il a été cité d'ailleurs par Antoine Lilti dans cette même pièce hier soir, puisque c'était la leçon inaugurale d'Antoine Lilti, qui a une chaire sur les Lumières.
François Poulain de la Barre, and the Invention of Modern Equality, publié chez Harvard. Et enfin, donc, le livre que j'ai déjà, l'édition commentaire des 3 essais en 2011 par Marie-Frédérique Pellegrin. Bon, voici la version anglaise des 3 essais. Voici le livre de Zip Sturman. Vous voyez que c'est quand même de grands éditeurs universitaires. Hein. Poulain de la Barre est un auteur qu'on prend au sérieux aux États-Unis, qui, d'une certaine manière, est plus connu du monde académique américain que chez nous. Et puis voilà, à gauche, donc, les 3 essais de Poulain de la Barre réunis donc, chez Vrin. Et puis il y a un colloque qui a été fait également en 2017 qui recueille un certain nombre d'études sur Poulain de la Barre. On peut lire également de l'égalité des 2 sexes sur Gallica, sur le site Gallica. Donc il y a 350 ans exactement. Poulain de la Barre publie De l'égalité des 2 sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. En introduction, la plus heureuse pensée qui puisse venir à ceux qui travaillent à acquérir une science solide, après avoir été instruits selon la méthode vulgaire, c'est de douter si on les a bien enseignés et de vouloir découvrir la vérité par eux-mêmes. Dans le progrès de leurs recherches, il leur arrive nécessairement de remarquer que nous sommes remplis de préjugés, petite note, un astérisque, c'est-à-dire de jugements portés sur les choses sans les avoir examinées, et qu'il faut y renoncer absolument pour avoir des connaissances claires et distinctes. Donc, vous voyez, le vocabulaire cartésien est là tout à fait en place, et le chapeau de la première partie, parce qu'il y a 2 parties, il y a les préjugés du populaire et les préjugés du savant. Et il traite de façon absolument symétrique les préjugés populaires et les préjugés savants. Il a l'expérience de la Sorbonne où on enseignait la scolastique et on interdisait Descartes. Et donc, il y a pour lui un traitement symétrique des préjugés populaires et des préjugés savants. Donc là, c'est la première partie où l'on montre que l'opinion vulgaire est un préjugé et qu'en comparant sans intérêt, c'est-à-dire sans y prendre intérêt, de façon désintéressée, c'est ça que ça veut dire, et qu'en comparant sans intérêt ce que l'on peut remarquer dans la conduite des hommes et des femmes, on est obligé de reconnaître entre les 2 sexes une égalité entière. Il faut donc dégager le principe d'égalité, et pour cela, il faut douter des vérités acquises, même et surtout si elles sont universellement acceptées. Parce qu'évidemment, la principale objection que l'on peut faire enfin, vous mettez en doute la domination des hommes sur les femmes, enfin, elle est universellement acceptée. Vous voyez, dans les contrées les plus lointaines, c'est toujours le cas, etc. Et ça a toujours été le cas de tout temps. Et donc, Poulain de la Barre s'efforce de répondre à cette objection. Et c'est justement lorsque quelque chose est universellement accepté qu'il faut redoubler de méfiance. Et la règle première, c'est d'aborder la question des femmes dans un état, et là je cite l'expression, dans un état d'indifférence et de désintéressement. Ça anticipe un peu sur le fameux voile d'ignorance de Rawls qui explique que pour se faire une idée des normes de justice, il faut au fond faire abstraction de ses propres intérêts. Et c'est comme ça qu'on pourra... voilà, alors c'est pas évident, parce que faire abstraction de ses propres intérêts, ça suppose qu'on a déjà acquis un principe de justice. Enfin, c'est le fameux redoublement qui a souvent été critiqué, notamment par Ricoeur, par exemple. Quel est le préjugé fondamental ? Un préjugé, ça porte toujours sur un problème de domination chez Poulain de la Barre. Le préjugé consiste à croire que la domination est naturelle, alors qu'elle est le produit de la société, et il utilise les termes l'éducation, la coutume. Ce sont aussi des vérités d'établissement. C'est la même expression que ce que va utiliser Pascal, les grandeurs d'établissement, les grandeurs construites, socialement construites. Et le préjugé, par ailleurs, il y a des notations psychologiques assez étonnantes, le préjugé de la domination masculine est renforcé par une terreur panique des femmes. C'est l'expression qu'il utilise. Donc, une vérité sur laquelle il revient souvent, et là il s'inspire des écrits physiologiques de Descartes, et les commentaires de Marie-Frédérique Pellegrin sont extrêmement intéressants de ce point de vue. Les hommes et les femmes diffèrent par les organes de la reproduction, par quelques détails physiologiques importants, mais enfin c'est tout. Et ça n'a pas d'incidence
sur les esprits, en tout cas très peu d'incidence sur les esprits. Et il y a une phrase fameuse, qui est une des phrases les plus connues quand on parle de Poulain de la Barre, l'esprit n'a point de sexe. L'éducation est quelque chose, est un bien commun, un trésor. Quand on diffuse l'éducation, c'est comme les bougies, c'est comme la lumière, il n'y a pas de perte, ce n'est pas un gâteau de taille fixe, on peut multiplier les lumières de façon aussi générale que possible. L'éducation, c'est un bien commun et il utilise l'expression un droit imprescriptible. Imprescriptible dans un sens très précis, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on a été privé d'éducation pendant 50 ans qu'on doit continuer à être privé d'éducation. Ce n'est pas une raison. On peut encore, à 50 ans, essayer de se rattraper en ayant... Voilà, c'est en ce sens-là, biographique en quelque sorte, que le droit à l'éducation est imprescriptible. Bon, je vous lis quelques passages, je suis désolé, c'est extrait des copies de Google, mais enfin, je vais pouvoir vous lire ça. Si, en formant les États, ce sont les professions, hein, ce sont les métiers, si en formant les États et en établissant les différents emplois qui les composent, on y avait aussi appelé les femmes, nous serions accoutumés à les y voir comme elles le sont à notre égard. Et nous ne trouverions pas plus étrange de les voir sur les fleurs de lys, c'est-à-dire dans les métiers juridiques notamment, les métiers d'autorité, que dans les boutiques. Si l'on pousse un peu les gens, on trouvera que leurs plus fortes raisons se réduisent à dire que les choses ont toujours été comme elles sont à l'égard des femmes, ce qui est une marque qu'elles doivent être de la sorte. On se le persuade encore davantage en considérant de quelle façon les femmes mêmes supportent leurs conditions. Elles la regardent comme leur étant naturelle, soit qu'elles ne pensent point à ce qu'elles sont, soit que, naissant et croissant dans la dépendance, elles se considèrent de la même manière que font les hommes. Donc tout ça, c'est affaire d'accoutumance, d'éducation, etc. Il y a ces passages, comme celui que je viens de vous citer, sur l'aliénation, comme on dira plus tard, des femmes qui partagent, finissent par partager le point de vue sur elles-mêmes, le point de vue que les hommes ont. Les préjugés sur les femmes viennent aussi des savants, viennent des théologiens. Il faut considérer que ceux qui ont fait ou compilé les lois, étant des hommes, ont favorisé leur sexe, comme les femmes auraient peut-être fait si elles avaient été à leur place. Et les lois ayant été faites depuis l'établissement des sociétés, en la manière qu'elles sont à présent à l'égard des femmes, les jurisconsultes, qui avaient aussi leurs préjugés, ont attribué à la nature une distinction qui ne vient que de la coutume. Ça, c'est ce genre de phrase où Poulain de la Barre est authentiquement sociologue. L'erreur fondamentale, le préjugé fondamental, c'est d'attribuer à la nature ce qui en réalité relève de la coutume. Et la Bible, qui est sans cesse invoquée par tous les auteurs qui veulent réduire la position des femmes, notamment tous les dictons, tous les proverbes qui ont été rassemblés dans les proverbes ou dans l'Ecclésiaste, le livre de Coëlette. Bon, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, suivi les cours de Thomas Römer, puisque la Bible, c'est la tentative des intellectuels juifs pour montrer que face à la Grèce, ils étaient capables d'avoir des romans, d'avoir des récits de création, d'avoir des poèmes, d'avoir des recueils de proverbes, etc. Et donc, les proverbes, l'Ecclésiaste, ça fait partie de cette volonté de manifester qu'on a aussi une sagesse gnomique, comme on dit. Et puis, il y a aussi la fameuse et la terrible épître de saint Paul aux Corinthiens, la première épître de saint Paul aux Corinthiens, où on a ces phrases absolument terribles sur la domination de la femme, que la femme doit se voiler, qu'elle doit obéir à son mari, etc. Enfin, c'est les textes les plus misogynes du Nouveau Testament, c'est la première épître aux Corinthiens de saint Paul, parce que dans les évangiles même, on a des choses d'une autre mouture. Et alors là, Poulain de la Barre dit des choses incroyables, mais vous savez, si on prend ces dictons et ces proverbes et qu'on permute les mots homme et femme, ben c'est tout aussi vrai. C'est vraiment... il a des audaces absolument extraordinaires. Il y en a une autre qui a été relevée, que commente Marie-Frédérique Pellegrin, c'est efféminé est un terme péjoratif, mais finalement, si on regarde bien les choses, efféminé devrait être un terme méjoratif. Un terme... C'est bien que les deux sexes se rapprochent l'un de l'autre et empruntent l'un à l'autre ce qu'ils ont de meilleur. Alors là, on arrive au cœur de l'ouvrage, parce qu'il y a des petits
des petites têtes de chapitre, des chapeaux, que les femmes ne sont pas moins capables que les hommes des emplois de la société. Elles sont capables d'enseigner, il explique ça longuement, elles sont capables des dignités ecclésiastiques. Il va falloir expliquer ça au pape François. Elles peuvent avoir l'autorité, il n'y a aucun problème. L'autorité, ce n'est pas une question de puissance, de force physique, etc. C'est une question d'intelligence, d'organisation, de conviction, de rhétorique. Enfin, il explique tout ça en détail. Elles peuvent être reines. On en a d'ailleurs des exemples, mais ça pourrait être systématique. Évidemment, il s'oppose à la loi salique. Elles peuvent être générales d'armée, générales A2LES d'armée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème de physique, c'est un problème d'organisation. Savoir où placer les forces, c'est un problème de stratégie. On ne voit pas pourquoi les femmes seraient incapables d'avoir des raisonnements stratégiques au même titre que les hommes. Elles sont capables des charges de judicature, elles peuvent être juges. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Et là, 1673, il y a 350 ans. Et finalement, conclusion, les femmes sont propres à tout. La démarche sociologique avant la lettre, j'y reviens. Oui, excusez-moi, je n'ai pas terminé cette diapo. La différence qui se remarque entre les hommes et les femmes pour ce qui regarde les mœurs vient de l'éducation qu'on leur donne. Saint Paul dit que la nature enseigne aux femmes à se tenir la tête couverte. On voit bien qu'il a pris une longue coutume pour la nature. Et vous voyez que si vous utilisez ce texte sur la question du voile, par exemple, ça peut avoir une certaine portée. Et là, on trouve d'autres citations du même genre, il y en a pas mal. Il y a une controverse parmi les spécialistes des Lumières, et peut-être que, je n'avais pas parlé avec Antoine Lilti, mais vous savez qu'il y a une œuvre assez forte, même envahissante, c'est celle de Jonathan Israel, un chercheur américain, qui a écrit des ouvrages de milliers de pages, il a écrit peut-être 6000 pages sur l'histoire des Lumières, en valorisant beaucoup d'ailleurs la jeunesse des Lumières dans les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas. Et Jonathan Israel fait une différence entre les Lumières radicales et les Lumières moins radicales. Les Lumières radicales, pour lui, c'est Spinoza. Le modèle, c'est vraiment Spinoza. C'est le panthéisme, c'est l'athéisme, etc. Alors que toute une série de représentants des Lumières ne sont jamais allés jusque-là. Rousseau, par exemple, est un homme de Lumière, mais Rousseau a toujours resté très religieux, même s'il a créé sa propre religion. La profession du vicaire savoyard, c'est vraiment une religion assez à part. Une religion d'amour, de justice, etc., qui n'a à peu près rien à voir avec la Bible. Mais pour Jonathan Israel, même Voltaire n'est pas un homme des Lumières radicales. Voltaire est trop lié au pouvoir de ce monde, y compris au pouvoir religieux, pour figurer parmi les Lumières radicales. Il se trouve que Paulin de la Barre n'est pas du tout raccordé à Spinoza, mais à Descartes, et qu'en réalité, ces controverses, qui sont un petit peu stériles, je trouve, ne sont pas très intéressantes pour illustrer le cas de Paulin de la Barre. En fait, Paulin de la Barre prend Descartes, il prend la théorie philosophique des préjugés, il explique bien que son traité n'est pas un traité de galanterie, contrairement à tout ce qui se faisait avant, que c'est un véritable traité philosophique, et quand vous le lisez, c'est vraiment un philosophe avec des arguments philosophiques. C'est vraiment très, très, très clair. Et il va donc déployer son argumentation de cette façon-là. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que et là peut-être que je me rapproche d'un sujet que je n'aurais peut-être pas dû quitter, mais pour Paulin de la Barre, la question de l'inégalité des sexes, c'est une question qui illustre, qui est directement connectée avec la question beaucoup plus générale de la domination sociale. Et il y a toute une série de passages qui vont dans ce sens-là, et donc pour lui, la critique des inégalités de genre n'est pas du tout opposée à la critique de l'inégalité sociale. Au contraire, elle illustre de manière générale un mécanisme général de domination. Combien y a-t-il de gens dans la poussière qui se fussent signalés si on les avait un peu poussés, et de paysans qui seraient de grands docteurs si on les avait mis à l'étude? On serait mal fondé de prétendre que les plus habiles gens d'aujourd'hui soient ceux de leur temps qui ont eu plus de disposition pour les choses en quoi ils éclatent, et que dans un si grand nombre de personnes ensevelies dans l'ignorance, il n'y en a point qui, avec les mêmes moyens qu'ils ont eus, se fussent rendus plus capables. C'est un peu l'idée que si on avait permuté les berceaux à la naissance,
les destins auraient été permutés eux aussi. Hein. C'est quand même ça l'idée. C'est une idée qui est très sociologique. Hein. C'est l'idée que la reproduction est liée essentiellement aux conditions dans lesquelles on a été élevé. Et donc, les dispositions ne sont pas naturelles. Les dispositions naissent de la chance qu'on a d'être mis à l'étude, comme il dit, ou pas. Ou d'être enseveli dans l'ignorance. Hein. En mettant la langue est extraordinaire. Hein. C'est une langue. Il est plus facile à lire que Descartes. Descartes a une syntaxe qui est un petit peu lourde, hein, qui est un peu université de Stil, comme disent les Allemands, alors que Poulain de la Barre, de cette manière, est beaucoup plus. Et donc, du coup, la portée de la discussion de Poulain. Poulain, j'écris Poulain IN, c'est Poulain AIN. La portée de la discussion de Poulain sur la question du genre est bien plus vaste puisqu'elle s'étend à l'ensemble de la domination sociale. Alors, il explique, et là, il faut entrer un petit peu dans le détail, certes, il y a des différences entre hommes et femmes, et il fait toute une genèse, un peu comme Rousseau va le faire dans l'essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Il fait en quelques pages une genèse de la domination masculine. Il dit, au départ, tout ceci était assez indifférencié, il y a des petites unités familiales, mais il y avait des différences naturelles. Les femmes, évidemment, sont prises par des épisodes de grossesse, d'enfantement, et les hommes en profitent pour instituer une division du travail et faire en sorte que les femmes aient le soin du dedans, c'est l'expression qu'il utilise, et que les hommes se chargent du dehors. Et ils vont ainsi creuser l'écart. Au début, quand il y a des petites unités familiales, ce n'est pas très grave, mais quand peu à peu les sociétés s'agrandissent, les groupements humains s'étendent, alors l'écart se creuse, voilà, et d'une certaine manière, c'est là la prise de pouvoir des hommes s'étend et les femmes sont assujetties par la loi du plus fort et les hommes usurpent le pouvoir. Et en même temps, c'est assez compliqué et subtil, les femmes ont des qualités particulières qui se forgent justement dans ces épreuves, y compris les femmes du peuple. Elles ne sont pas contaminées par les préjugés scolastiques. Elles ont une capacité de jugement, elles ont un bon sens, et c'est évidemment c'est la fameuse formule de Descartes, hein, le bon sens est de toutes les choses du monde la mieux partagée. On ne sait pas trop si la phrase de Descartes était ironique ou pas, enfin bon, c'est pas toujours facile d'interpréter cette phrase de Descartes, mais lui il l'interprète comme étant le bon sens au sens de la capacité de juger. Et en même temps, d'avoir souffert, d'avoir été dominées comme ça, elles sont plus humaines que les hommes, plus attentives à ce que vivent les femmes dans ce système. Et il y a, là je suis les analyses de Marie-Frédérique Pellegrin, mais j'utilise une formule qui n'est pas la sienne, il y a d'un côté une supériorité féminine et de l'autre côté une domination masculine. Et tout le problème, c'est le décalage entre les deux. Voilà, comment fait-on pour articuler cette double affaire? Et supériorité féminine, domination masculine, je ne l'ai pas inventé, c'était une expression utilisée par Baudelot et Establet dans Allez les filles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui a eu du succès en son temps, dans les années 90, me semble-t-il. On voyait que les filles réussissaient davantage à l'école, mais que dans les métiers, les filles avaient beaucoup moins de succès que les garçons, enfin, en termes de hiérarchie des emplois. Et donc, le problème, vous voyez, est ancien. Hein. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de comparer la logique de Poulain de la Barre à celle beaucoup plus tardive, évidemment, mais d'un autre ouvrage très célèbre de l'assujettissement des femmes, qui a été publié par John Stuart Mill avec l'aide de son épouse Harriet Taylor. Harriet Taylor, son épouse, avait elle-même publié quelques années avant un essai sur l'affranchissement sur l'émancipation, enfranchisement, c'est l'émancipation des femmes. Et là, l'argumentation de Mill est complètement différente de Poulain. Au fond, les hommes et les femmes sont séparés par des espèces de barrières douanières, quoi. Les femmes sont... Il n'y a pas de libre circulation. Il y a des barrières à l'entrée qui sont opposées aux femmes,
Et dans un principe libéral, si on levait ces barrières, que se passerait-il? Il faut faire le test, explique Stuart Mill. Vous voyez qu'on est dans une logique libérale, économique complètement différente. Ce n'est pas le préjugé, ce n'est pas la dénonciation du préjugé. Il faut se défaire des préjugés et à ce moment-là, on comprendra que les hommes et les femmes sont à égalité. Non, il y a une sorte de vérité expérimentale. Il y a des barrières artificielles entre les deux sexes. On les a écartés des métiers. Eh bien, ouvrons-leur l'accès aux métiers et voyons ce que donne la libre concurrence entre les sexes. C'est ça l'idée fondamentale de Stuart Mill, et donc un éloge de la libre diffusion du savoir, de la libre circulation des idées, l'idée d'une émulation libre et loyale entre les sexes. Bon, c'est pas si évident, parce qu'on a l'exemple, par exemple, de la fusion des concours masculins et féminins pour l'accès à l'école normale supérieure, où dans les premières années, ça a été désastreux. Les hommes ont trusté les places dans les concours scientifiques et les femmes dans les concours littéraires, et il y a eu une spécialisation. Il a fallu du temps pour rééquilibrer les accès aux différents concours, parce qu'évidemment, il y avait toute une spécialisation, une division du travail qui était déjà instituée et qui ne se supprime pas comme ça simplement par la fusion des concours. Voilà. Et d'ailleurs, Poulain de la Barre était très attentif à ça, parce que lorsqu'il préconise l'éducation, d'éduquer les femmes, il préconise une éducation non mixte. Il trouve que c'est beaucoup trop dangereux pour leur avenir de les soumettre à une éducation mixte. Il vaut mieux les élever éduquer de façon séparée, et comme ça on garantira d'autant leurs chances. Vous voyez, il y a tous ces problèmes assez intéressants à observer. Bon. Donc, quand vous regardez ces deux raisonnements, le raisonnement de Poulain de la Barre, écartons les préjugés, et l'idée de Stuart Mill qu'il faut finalement supprimer les rigidités et les barrières contre-productives pour libérer en quelque sorte les compétences, il y a bien sûr l'idée qu'il faut lutter contre l'intrusion d'un élément irrationnel. Le préjugé, c'est un élément irrationnel. Les barrières à l'entrée, c'est également quelque chose d'irrationnel. Ça va à l'encontre du fonctionnement normal du marché. Mais il y a aussi, il y a des stratégies donc très différentes. La lutte contre les préjugés, au fond, la promotion de la diversité, on dirait dans un langage moderne, mais que John Stuart Mill n'utilisait pas. Et il y a tout le côté aussi qu'on verra dans le cours sur la discrimination, où on reviendra sur la question de la migration. Est-ce que le principe d'égalité tel qu'on le promeut en France doit aboutir à une critique radicale de la rhétorique de la diversité? Est-ce qu'on peut se contenter d'y voir une simple stratégie de communication, et c'est souvent la critique qui est faite? Ou est-ce qu'on peut considérer que ça s'enracine quand même dans une philosophie sociale qui est celle de la responsabilité sociale? C'est ça un peu le problème. Je rappelle, alors je suis en avance sur l'horaire, je rappelle que dans l'approche de la discrimination par le droit communautaire, qui est essentiellement la directive 2000, ce qu'on appelle la directive, il y a deux directives. Il y a la directive sur l'égalité dans l'emploi, qui est une directive qui concerne l'égalité entre hommes et femmes, et puis il y a une directive sur les discriminations ethno-raciales. Eh bien, cette approche de la discrimination dans le droit communautaire, le droit européen, est assez différente. J'exagère peut-être en disant qu'elle n'a pas de rapport avec celle du droit français, parce que le droit français va finalement s'aligner sur la conception communautaire de la discrimination, mais il y a quand même l'idée que la discrimination, c'est un élément irrationnel, c'est ça la vision européenne, qui entrave le libre fonctionnement du marché et le développement des potentialités de chacun, groupe ou individu. Alors qu'évidemment, il y a et donc ce principe de justification, si on reprend le vocabulaire de Boltanski et Thévenot, il ne relève pas de la cité civique, ce n'est pas la proclamation d'un droit à, c'est l'idée qu'il est inefficace d'un point de vue économique de se priver des services d'une moitié de la population, ce qui est un autre argumentaire qui donc
et brandi par l'Europe. Bon, écoutez, j'ai fini avant l'heure. J'ai pensé avoir y passé plus de temps, mais je pense que je vais vous libérer de maintenant sans essayer d'improviser un supplément qui sera peut-être inutile. Merci.